Bonjour Avidan, Bonjour Thomas. ça fait maintenant un an que tu es directeur de la distribution chez Apax by 72. Est-ce que tu peux nous donner tes premières impressions? Bien sûr, je suis très excité de fêter ma première bougie chez Apex by 72. Donc j'ai rejoint il y a un an une société de gestion qui est leader et un des pionniers sur le marché du capital investissement en France. Comme tu le sais, avant j'étais dans les marchés cotés, donc ça m'a changé un petit peu. Mais tout du moins, je rejoins une maison qui a une réelle offre et qui met les moyens finalement pour adresser les clients privés sur une classe d'actifs qui était avant réservée pour les institutionnels et les grandes familles fortunées. Et ces moyens-là, c'est mon recrutement il y a un an et puis le recrutement d'une équipe de 3 personnes, plus une offre. On a structuré vraiment des fonds pour cette clientèle-là, cette clientèle privée. Durant cette année écoulée, l'environnement de marché a quand même beaucoup changé avec une très forte hausse des taux. On a tendance à dire que le private equity, une classe d'actifs décorrélée ou partiellement décorrélée des autres classes d'actifs. Mais finalement, est-ce que cette hausse des taux elle a quand même un impact sur le private equity? Alors oui, bien sûr, on ne va pas se cacher. La hausse des taux a eu un impact sur l'activité du private equity en 2023. Tout d'abord, les transactions. Il y a eu moins de transactions dans le LBO, moitié moins que par rapport à 2022. Donc c'est une forte, c'est un fort impact. Mais au-delà de ça, on a vu également un ralentissement sur les levées de fonds. Ce ralentissement, du coup, ça amène un embouteillage sur ces levées de fonds également. Et sur le ralentissement, il est dû à cette hausse des taux qui, dans une allocation d'institutionnels qui sont les investisseurs du private equity en forte majorité, ils ont vu leur partie obligataire baisser. Et cette partie obligataire qui baisse, c'est ce qu'on appelle l'effet dénominateur. Le private equity lui a continué à performer, ce qui fait qu'ils se sont alourdis en termes d'allocation en private equity, et ce qui fait que derrière, ils étaient plus acheteurs, mais même plutôt vendeurs sur le private equity, pas parce qu'ils n'aiment pas la classe d'actifs, mais vraiment parce qu'ils avaient un problème d'allocation trop lourde dans leur portefeuille. D'accord, c'est une histoire de proportion et de diversification, j'imagine, pour ces acteurs institutionnels, on y reviendra. Mais finalement, est-ce que cette hausse des taux a eu un impact également sur les valorisations des actifs en private equity? Absolument, absolument Thomas. Cette hausse des taux a eu un impact sur les valorisations. On a vu les valorisations baisser de 2 à 3 points sur l'année 2023, en effet. Mais il y a quand même certains secteurs qui sont très résilients, notamment tout ce qui est transformation énergétique, tout ce qui est digital, notamment la cybersécurité, qui sont finalement un peu les secteurs qui sont à la mode et dont les institutionnels et les gros investisseurs souhaitent investir. Donc finalement, ces secteurs-là particuliers, notamment dans les small et les mid-cap, n'ont pas connu de baisse de valorisation. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi chez Apax. Ça tombe bien. Merci Avidan. On a beaucoup parlé du passé ou de l'état actuel des choses ou de l'environnement de marché, mais peut-être ce qui est plus important, c'est l'avenir. Pour toi, quelles sont les perspectives sur cette classe d'actifs? Écoute, les perspectives, si je reviens un petit peu sur les valorisations de ces fameux secteurs, donc c'est des secteurs qui sont privilégiés aujourd'hui pour 2024-2025. Et notamment, on a fait une opération là, il y a un mois et demi à peine. On a sorti une société dans le digital et on a fait 4,4 fois la mise. Donc, pour te dire à quel point les valorisations n'ont pas baissé partout. Les perspectives sont plutôt positives. J'étais à l'IPEM, donc c'est le gros salon du private equity en France, même en Europe, qui se passe à Cannes en janvier. Et on a vu vraiment une vraie dynamique très positive des investisseurs et des sociétés d'investissement. Et on voit aussi, la plupart des macroéconomistes sont d'accord que les taux ne vont pas continuer à monter. Bien au contraire, ils vont peut-être même se stabiliser, voire baisser, ce qui fait que ça va dynamiser également le marché du LBO, les transactions sur le marché et forcément les fonds d'investissement. Et il y a un point qui est extrêmement important. Nous, on a 51 ans d'histoire, plus de 51 ans d'histoire, et on a fait cette remarque-là, c'est que systématiquement, les millésimes d'après-crise sont les meilleurs millésimes du private equity. Merci pour tous ces éléments, Avidan. Tu l'as dit, vous avez plus de 50 ans d'histoire dans le private equity. Est-ce qu'on peut dire raisonnablement que vous avez fait partie des pionniers de la démocratisation du private equity? Absolument Thomas, on fait partie des pionniers de la démocratisation du private equity, tout simplement par le fait que ça fait déjà 12 ans qu'on a créé ce qu'on appelle des feeders, des fonds nourriciers, qui donnent un accès à des fonds institutionnels à partir de 100 000 euros. Je rappelle que les fonds de private equity étaient à l'époque accessibles uniquement à des institutionnels et des clients très fortunés. Et les tickets minimums étaient parfois au-delà de 10 millions d'euros. Donc cette démocratisation, ça fait déjà 12 ans qu'on l'a mis en place. Mais au-delà de ça, depuis la loi Pacte, la loi Macron,
qui a démocratisé finalement le private equity pour permettre en fait à des investisseurs privés aussi d'ajouter un pan d'actifs dans l'objectif de diversifier encore plus leur allocation. Nous avons créé, nous chez Apax, un FCPR Evergreen, et je reviendrai là-dessus, qui est accessible en assurance vie, notamment chez AXA, chez toi, à partir de 1 000 € seulement, et qui donne un accès en direct dans nos transactions, dans toutes les transactions d'Apax, en direct pour des clients particuliers. Et finalement, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que cette démocratisation qui apporte finalement une nouvelle classe d'actifs dans une diversification, c'est hyper important. Et si je reprends une expression bien connue qu'a repris Benjamin Graham, qui est le père spirituel de Warren Buffett, ne serait-ce que parce que le futur est plein d'incertitudes, l'investisseur se doit de diversifier et donc de ne pas mettre tous ses fonds dans le même panier. Extrêmement important, et ça permet finalement de diversifier encore plus un portefeuille. D'accord, donc tu sais, c'est un assureur qui parle. On dit que le véhicule préféré d'investissement, en tout cas pour les Français, quand on regarde les encours, ça reste l'assurance vie aujourd'hui. Tu as parlé de fonds Evergreen tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être quels sont les avantages ou l'intérêt pour un client, parce que c'est bien là l'essentiel, de souscrire dans un fonds Evergreen au sein d'un contrat d'assurance vie? Bien sûr, Thomas. En fait, l'objectif finalement d'un FCPR Evergreen, et on le connaît bien chez Apax parce qu'on a travaillé dessus, c'était le premier en capital investissement, on a travaillé dessus avec l'AMF notamment, c'est finalement de faire tomber tous les freins à l'investissement dans le private equity pour un client privé. Quels sont ces freins? Déjà le ticket minimum. Comme je l'ai dit, on passe de 1 million d'euros minimum à 1 000 € en fonction de l'assureur. Le deuxième élément, c'est la flexibilité. Un fonds de private equity, on parle d'engagement, d'appel de fonds, donc d'appel de cet engagement et de distribution. Dans un fonds Evergreen, on parle de souscription-rachat. Donc, on a totalement simplifié et rendu flexible en termes de structure le fonds pour que le client, finalement, investisse comme dans une UC action ou une UC classique en souscription et en rachat. Et enfin, l'élément qui est central, c'est la liquidité. Un fonds private equity classique fermé n'est pas liquide. À partir du moment où vous engagez sur un montant, eh bien, vous partez pour 10 années d'investissement. Un fonds Evergreen, on le rend semi-liquide. Semi-liquide comment? Le fonds assure une partie de la liquidité en ayant toujours une poche de liquidité dans le portefeuille. Et l'assureur vie, et c'est tout l'intérêt de notre assurance vie en France, c'est qu'elle assure l'autre partie de la liquidité à partir du moment où il y a des rachats en fait, dans le portefeuille. Donc très innovant en 2019. Ça continue à être innovant puisqu'on est parmi les seuls à avoir un fonds de pur, et j'insiste bien, capital investissement, donc investissement en capital dans des sociétés non cotées, en assurance vie en France. Merci beaucoup, Avidan. Merci beaucoup, Thomas.